Dans la photographie, il y a deux choses qui sont indissociables. L'ombre et la lumière. De leur chorégraphie naît l'émotion. Et lorsqu'aucune couleur ne vient à distraire, les frontières du rationnel disparaissent. Libre est l'interprétation, et ainsi s'ouvrent les portes d'un monde où les seules limites sont celles de notre imagination. C'est donc en noir, gris et blanc que je vous livrerai ma vision photographique de cette île où les contrastes règnent en maître. « 103 000 km² de roches volcaniques et de glace, dont la grande colonisation débutera au IXe siècle. L'île de Thulé, autrefois nommée ainsi par les Papars, des moines ermites irlandais de passage sur l'île avant les années 800, deviendra Iceland, l'île de glace, dès l'arrivée des premiers colons norvégiens, vers l'an 870. Débarqués sur l'île à bord de leur fameux Knorr ou Snekar, des navires redoutables capables de transporter jusqu'à 30 tonnes de matériel, les premiers colons ont découvert le véritable sens du mot résilience. Outre la rudesse du climat, rendant quasiment impossible l'agriculture, la rareté du bois et des pierres dures poussèrent les Islandais à construire leurs maisons avec du bois flotté, rejeté par l'océan, de la tourbe et de l'herbe pour s'isoler du froid et de l'humidité. Dans le sud-est de l'île, au pied de l'imposant Vestrahorn, la reproduction à l'identique d'un village viking du Xe siècle, créé en 2010 pour les besoins du cinéma, nous offre un véritable voyage dans le passé. Le printemps approche à grands pas. Et bien que la plupart des migrateurs n'aient pas encore fait leur apparition, de nombreux oiseaux marins peuplent les lieux. Installée sur les reliefs abrupts, une colonie de fulmars boréales. Sur le rivage, composant avec le rythme des marées, l'arlequin plongeur, un petit canard de mer au bec court qui, malgré sa petite taille, n'hésite pas à affronter les caprices de l'océan et plonger dans le ressac en quête de crustacés et mollusques.
Au creux des vagues, un groupe d'eiders à duvet fera une brève apparition. Le canard polaire aux plumes les plus chères du monde. Un oiseau fort heureusement entièrement protégé en Islande depuis le milieu du XIXe siècle. Dans le vacarme assourdissant des vagues, au creux des rochers, un petit cri attire notre attention. Le bécasseau violet. Ce petit oiseau au plumage sombre et moucheté se fond littéralement dans le décor. À ce moment-là, ma position dans les rochers glissants est loin d'être confortable. Et leur déplacement aussi rapide qu'erratique mettront ma patience à rude épreuve. Je réussirai finalement à faire quelques clichés. Sur celui-ci, l'idée était de saisir l'aspect furtif de l'animal. Très peu perceptible dans l'ombre des rochers, seule la lumière, dessinant avec légèreté ses contours, permettait de trahir sa présence. Située au-dessus d'un point chaud, l'Islande est une partie émergée de la dorsale océanique. D'un côté la plaque nord-américaine et de l'autre la plaque eurasiatique, toutes deux s'écartant d'environ 2,5 cm par an. Ce qui fait de cette île une véritable exception géologique. Sans la présence de ce point chaud, l'Islande n'existerait tout simplement pas et serait immergée au fond de l'océan. Ici, à Thingvellir, ces mouvements tectoniques sont particulièrement visibles. C'est également le long de cette faille, en l'an 930, que les Islandais constitueront le premier parlement du monde, l'Alþingi, une assemblée où seront prises des grandes décisions et où l'on réglera les conflits dans un semblant de démocratie, à l'opposé total des systèmes monarchiques en place sur le reste du globe. Sur ce territoire, près de 200 cratères y sont recensés, dont 130 toujours actifs à ce jour. Composés à plus de 99% de lave basaltique, de cendres et de roches acides, certains décors nous ramènent directement aux origines de la vie sur Terre. Des champs de lave à perte de vue que seuls les mousses et les lichens auront su coloniser sur quelques centaines d'années. Dans le sud-est de l'île, les reliefs des hautes terres laissent place à des paysages de toundra à perte de vue. Des plaines désertiques qui semblent totalement dépourvues de vie. Et pourtant, tapis dans les rares graminées, une harde de rennes, importée de Norvège et de Laponie à la fin du XVIIIe siècle, pour faire face aux famines, aux catastrophes naturelles qui impactaient fortement les élevages,
la tentative des Islandais d'élever ces animaux à la façon des tribus lapones se soldèrent par un échec. Les rennes retournèrent à l'état sauvage. Mais les populations grandissantes, les premiers problèmes de cohabitation avec les moutons dans les hauts pâturages, poussèrent les habitants à les chasser massivement. Il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour que cette régulation soit encadrée. À ce jour, les populations de rennes sont maintenues à 3000 sur tout le territoire. Comme toutes les espèces traquées par l'homme, cela les a rendues extrêmement farouches. Et dans ces paysages plats et désertiques, réaliser une approche discrète sans dérangement relève de l'impossible. J'ai donc opté pour le même type d'approche que je pratique dans les Alpes avec les ongulés. Une progression extrêmement lente et non frontale qui permet à l'animal d'avoir le temps d'analyser mon comportement et d'estimer le degré de menace. Dans ce type de situation, il est également primordial pour moi de décoder leurs réactions, savoir quand avancer et quand s'immobiliser, quelle est leur distance de sécurité et à quel moment notre présence est tolérée. Nous sommes à une 60aine de mètres, et grâce aux longues focales, cela est amplement suffisant. L'idée était de mettre en évidence le minimalisme de la scène. Ces animaux majestueux, isolés au beau milieu de ce décor de désolation. Au-delà des reliefs côtiers, un tout autre décor. Pas moins de 12% de la superficie du pays est recouverte de glace et de neige éternelle. 13 glaciers au total, dont le plus volumineux du pays, le Vatnajökull, et ses 3100 km3 de glace. En raison des contraintes induites par son poids, le glacier se déforme, créant de nombreuses langues glaciaires en perpétuel mouvement. Des mouvements que l'on peut même entendre, comme si le glacier était vivant.
l'érosion des roches volcaniques, provoquée par le déplacement des blocs de glace, confère aux moraines leur aspect zébré, l'une des grandes particularités des vallées glaciaires d'Islande. Selon les glaciologues locaux, depuis les années 2000, les glaciers de l'île ont perdu près de 7% de leur superficie totale. La langue glaciaire de Skaftafeljökull, visible à l'image, recule depuis 2007 de plusieurs dizaines de mètres chaque année. Plusieurs causes expliquent cela. Le réchauffement climatique d'une part, mais également l'activité volcanique sous-glaciaire qui exerce des forces colossales sur l'épais manteau de glace. D'un point de vue photographique, au-delà de la beauté globale du décor, c'est principalement l'aspect graphique des moraines qui a retenu mon attention. Les sédiments volcaniques, qui, mélangés au blanc pur de la glace, me donnaient l'impression d'une matière presque organique. Comme si je regardais les mains d'un artisan dont les cicatrices racontent le vécu. À la suite du petit âge glaciaire entre 1600 et 1900, la hausse progressive des températures déclenchera un recul des langues de glace, laissant apparaître des lacs proglaciaires comme celui de Jökulsárlón, dans le sud du pays. Le plus grand d'Islande, avec une profondeur de 260 mètres et une superficie de 30 km². Chaque année, il ne cesse de grandir. Sa particularité, c'est qu'au fil du temps, il finira par rejoindre un fleuve d'une dizaine de mètres de large qui le reliera à l'océan. Ainsi, le lac deviendra lagune et offrira un véritable refuge pour la faune marine. Ces eaux, devenues très vite poissonneuses, deviendront également un véritable vivier pour de nombreux phoques communs, qui, une fois rassasiés, pourront également se reposer sur les icebergs et les surfaces gelées durant l'hiver. Le Phoca vitulina, ou phoque commun, s'observe également sur les côtes atlantiques françaises, mais ce biotope arctique apporte une toute autre dimension. Généralement, leurs activités sont réglées sur le cycle des marées. Ils chassent lorsqu'elle est haute et se reposent sur les bancs de sable ou les rochers émergents lorsqu'elle est basse. En période hivernale, dans la lagune de Jökulsárlón, nul besoin d'appliquer ce rythme.
la nourriture est abondante et les surfaces gelées leur offrent de nombreux reposoirs. Encore faut-il que la glace soit suffisamment épaisse pour supporter leur poids. Ici, ils peuvent rester des heures à faire sécher leur poil, qui, une fois sec, devient beaucoup plus clair et tacheté, ce qui est particulièrement visible lorsqu'ils sont partiellement mouillés. Ces animaux peuvent mesurer jusqu'à 1,90 m et peser jusqu'à 200 kg, ce qui les rend peu agiles et vulnérables sur la terre ferme, mais une fois dans l'eau, ils deviennent de véritables virtuoses et des chasseurs hors pair. Ils sont également d'un naturel très curieux. Et une fois qu'ils sont en confiance dans leur élément, ils n'hésitent pas à se rapprocher des rives, ne nous laissant entrevoir qu'une petite partie de leur tête. Leurs capacités en plongée sont remarquables. Ils sont capables de descendre en profondeur à plus de 400 mètres, et ce, tenant une apnée de près de 30 minutes. Lors de cette rencontre, 2 choses ont particulièrement retenu mon attention et guidé mes compositions. Un trait de caractère, la curiosité, et un sentiment permanent de quiétude. Sur les côtes, à l'ouest de l'île, nous retrouvons les phoques dans des conditions bien plus communes à l'espèce. La marée est basse, les rochers recouverts d'algues sont enfin émergés. Il est temps de se reposer et de faire sécher l'épais manteau hivernal. Mais pour un animal de cette masse, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pendant que certains se reposent, d'autres profitent du faible niveau de la marée pour passer à l'action. L'huîtrier pie, ce robuste échassier, coutumier des rivages islandais, n'a que peu de temps pour faire le plein de mollusques, crabes et autres gastéropodes. La marée commence à remonter, et même si certains cherchent à retarder l'échéance, il est temps de regagner l'océan. À ce jour, cette espèce bénéficie d'un statut de protection internationale par la Convention de Berne. Mais bien que cela les protège de la chasse, les phoques communs ainsi que l'ensemble des mammifères marins sont toujours fortement impactés par les pollutions liées aux activités humaines. Dans la quête du bonheur, l'esprit humain a parfois tendance à rendre les choses complexes, alors que dans la nature, c'est aussi simple que la chaleur d'un rayon de soleil mêlé aux embruns. Embracing every moment as my guide.
est un territoire de mythes et de légendes, ce qui n'a rien d'étonnant pour un pays aux fondations païennes et dont la mythologie norroise, toujours présente dans les esprits, nourrit mon imagination, redonne vie à ces trolls autrefois pétrifiés. Toutes ces légendes qui me laissent entrevoir la magie des Uldufolk, ces peuples cachés qui semblent toujours présents partout où l'on regarde. La position géographique de l'Islande, au beau milieu de l'Atlantique Nord et à la limite du cercle polaire arctique, expose forcément l'île aux éléments. Durant des millénaires, les vents parfois extrêmement violents et la puissance de l'océan ont sculpté les falaises côtières, érodant les laves basaltiques et créant ainsi de multiples arches, aiguilles acérées et tout type de formes atypiques. Des falaises qui feront le bonheur des fulmars boréales. Ce proche cousin de l'albatros est un oiseau aux caractéristiques fascinantes. Nous sommes en pleine période de reproduction, ce qui nous permet de les observer à terre, car en dehors de cette période, étant un oiseau pélagique, soit taillé pour le grand large, il ne se pose que très rarement. Sa morphologie lui permet d'affronter des vents extrêmement violents et de pêcher à la surface des vagues sur de longs vols planés. Les couples sont fidèles et se reconstituent chaque année après une séparation de quelques mois en automne. D'une longévité exceptionnelle, entre 20 et 30 ans, le maximum constaté sur un oiseau baguet étant de près de 44 ans. Ils sont armés d'un bec puissant et possèdent également des glandes de dessalage, leur permettant de filtrer l'excès de sel qu'ils ingèrent en s'alimentant et en buvant l'eau de mer. Enfin, ils disposent d'un moyen de défense très efficace, puisqu'ils sont capables de cracher une substance jaune, huileuse et nauséabonde, composée en grande partie de poissons semi-digérés, qu'ils projettent à plus d'1 mètre de distance, avec une précision chirurgicale. De quoi dissuader d'éventuels prédateurs. Dans ma quête de contraste, une falaise occupée par les fulmars était particulièrement adaptée. Les structures sombres et hexagonales des contractions basaltiques m'offraient un arrière-plan de choix qui trancherait à merveille avec le blanc éclatant des oiseaux. Il ne restait plus qu'à attendre patiemment, sous une pluie fine,
que le sujet s'invite à la composition. Les tempêtes dans l'Atlantique Nord sont particulièrement violentes. Et avec des vents atteignant parfois près de 100 nœuds, soit 180 km/h, autant vous dire qu'il faut bien s'accrocher lorsqu'on souhaite photographier et filmer ces forces de la nature. Là où nous autres humains du XXIe siècle qualifions cela d'événement météorologique, les anciens Islandais, eux, diraient qu'il s'agit de la colère de Njord, dieu des vents et de la mer. Il m'arrive souvent de répéter que l'art est dans la nature. Et aucun être humain, doté d'un minimum de sensibilité, ayant foulé un jour le sol islandais, ne pourrait dire le contraire. Will I remember the moments unspoken, hidden beneath amber skies? You must go now. Take hold of all you know. Cold winds blow in perfect time to bring you back to me. Until then, let me sleep until the warmth of the sun is on our side. Notre planète regorge de véritables trésors, des lieux dont la beauté et la force qui s'en dégagent vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Des forces colossales qui, durant des millions d'années, ont façonné, sculpté, dans les moindres détails, ces décors somptueux. Que certains, dont je fais partie, tentent de sublimer, avec le plus de justesse possible. Mais aucune vidéo, aucune photo, aucun coup de pinceau ne peut être à la hauteur de la réalité. Une œuvre si aboutie qu'elle a su accueillir la vie. Des merveilles d'adaptation qui, même dans les lieux les plus inhospitaliers,
ont su trouver leur place. Dans ce fabuleux théâtre, nous aussi avons un rôle à jouer. Un rôle dont malheureusement dépend la suite de l'histoire.